Vous voyez bien que nous sommes dans la ville de Niamey. Mais dans la ville de Niamey aujourd'hui, vous avez bien vu, pratiquement il n'y a aucun quartier de la ville de Niamey aujourd'hui qui est sûr d'avoir de l'eau 24 heures sur 24. En dehors de ça, dans d'autres sous-secteurs, même des activités purement administratives ont été pratiquement concédées. Quand vous partez au ministère des Transports, des activités administratives qui relèvent de l'autorité de l'État, ça a été privatisé entre les mains des individus qui sont en train de faire leurs affaires à leur seul profit, au détriment du peuple nigérien et au détriment de l'État nigérien. Par exemple, on a privatisé le service de visite technique. On a donné ça à un individu et cet individu-là, depuis 2010, il n'est pas en règle avec l'État. Il n'est pas en règle avec l'administration. Il n'est pas en règle avec la convention qu'il a signée. Ça a été la même chose pour le cas de celui qui devait se charger de faire le permis biométrique. Permis biométrique demandé à tous les gens qui ont déjà leur permis. Depuis des années, on va leur dire de revenir faire un nouveau permis parce qu'on veut donner le marché à quelqu'un. Et la pire des choses, on prévoit que ces permis-là, c'est tous les 5 ans, il faut les reprendre pour les uns et tous les 10 ans qu'il faut les reprendre pour les autres. Juste parce qu'il faut donner le marché à des gens. Autre chose, toujours dans le même secteur du transport, la reprise des plaques d'immatriculation. Comment est-ce qu'on va être un pays dont le rêve est maléfique, voir que des véhicules qui ont plus de 10 ans continuent à circuler dans le pays, au point même de prévoir que ça soit une source d'entrée de l'argent aux gens, pour que chaque 10 ans, on oblige les gens à reprendre les plaques d'immatriculation. Et quand l'État même prend ces mesures, au lieu que ce soit lui en tant qu'État, il a des agents, il a des fonctionnaires qui doivent travailler pour lui, avec l'organisation qu'il mettra en place pour que ce soit l'État qui gagne cet argent. Non, c'est des individus qui se dressent et ils prennent leur argent. C'est ça, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Quand on a dit on a eu besoin de mettre en place un guichet unique, donc on a créé le guichet unique pour qu'il y ait une facilitation normalement et pour tous les usagers, au lieu d'avoir à traîner dans le pays, dans la ville, partout, vous allez faire des kilomètres à retrouver les différents services qui vont vous permettre d'organiser votre mise en circulation du véhicule quand vous l'importez. Mais on a concédé ça à quelqu'un et que c'est lui maintenant qui bénéficie donc du droit de faire l'exploitation de toute cette activité-là et les gens vont l'avoir chez lui et c'est lui qui vend. Maintenant, ce qui devait se faire, la manière dont les choses devaient se faire, comment les choses devaient se faire, les dispositions qui sont censées être prises partout, elles ne l'ont pas été. Et il n'y a pas de suivi. Vous avez bien vu, un jour, c'est le même monsieur, alors même qu'il n'a même pas fini de s'installer, on a vu qu'ils ont organisé une cérémonie de témoignage et de félicitations. Oui, une cérémonie de témoignage pour témoigner à ce monsieur que voilà, il est en train de bien faire, voilà. Et il y a eu une cohorte importante des membres du gouvernement qui se sont déplacés à cette activité-là, à l'occasion, pour être dans la position de vouloir habler les gens. Vous vous rendez compte? Les cartes grises, aujourd'hui, les cartes grises qu'on est en train de... Ce sont des pouvoirs de l'administration. Le dédouanement des véhicules, on a vu quand la Halcia a travaillé. La Halcia a travaillé, elle a examiné les documents de cette institution-là. Ils ont trouvé qu'il y a eu des véhicules qui sont rentrés dans le pays avec la constatation à la frontière, mais ils sont venus à se retrouver en train d'avoir des plaques d'immatriculation et ils se sont retrouvés dans la circulation sans avoir exécuté leur devoir de payer les droits de douane. Et on avait vu avec un rapport de la Halcia où on a dit plus de 5 milliards de manque à gagner pour l'État ont été enregistrés. Rien que les droits de douane susceptibles, attendus ou susceptibles d'être payés par ces gens qui ne l'ont pas fait, ils ont contourné, ils sont venus, ils ont trouvé, on leur a mis des plaques d'immatriculation et ils ont commencé à circuler avec leur voiture. Voilà ce pays-là, avec sa privatisation, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été amené à liquider et tout ce qui devait être mis en place pour créer une organisation cohérente, coordonnée, qui puisse permettre d'avoir une réglementation suivie et une gouvernance suivie de tout ce que nous devons faire dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de tous les citoyens, parce que l'État est là pour répondre aux besoins des populations. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez bien vu, l'État même a été totalement privatisé, même là où c'est des pouvoirs régaliens de l'État, c'est des domaines régaliens
qui ne doivent pas être concédés ou cédés à quelqu'un, ils ont été capables, ces macros-là, de rendre ça privatisable et privatiser ça entre les mains des individus qui sont en train de s'enrichir sur le dos de l'État et le dos des populations nigériennes. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, on a dit que nous sommes en train d'aller, c'est les 4 zones de libre-échange continental, mais nous allons aller à cette zone de libre-échange continental, mais nous avons quoi à échanger avec les autres? Nous ne sommes qu'un pays consommateur. On n'a aucun tissu industriel capable de nous permettre de produire des produits concurrents qui participent de ce dont on a besoin en tant que citoyen pour consommer. Pire, on est en train de nous obliger, ça c'est au détriment de l'État encore, à aller vers des mesures, des fameuses mesures de doing business. Doing business, c'est-à-dire pour essayer de faciliter le climat des affaires. Donc on essaie d'exonérer tout. L'État donc qui est censé avoir des choses par ailleurs, au niveau de ces capitales-là, de tous ces gens détenteurs de capitaux qui viennent investir chez nous, qui viennent faire des profits chez nous, qui viennent gagner de l'argent chez nous. On n'arrive pas malheureusement avec cette histoire de doing business, avec les mesures de facilitation qu'on a faites aux gens. Donc quand ils viennent, ils prennent leur argent seulement. Moi j'ai connu, je vous donne un exemple. Quand on a privatisé le secteur de télécommunications, on a ouvert le secteur de télécommunications à la privatisation. Les gens sont venus avec le cellulaire quand il a commencé. Donc toutes les sociétés là qui sont venues, ce sont des sociétés de services. On a mis ces sociétés de services parmi les sociétés qui ont le droit de bénéficier du régime C du Code des investissements. Ça veut dire 8 ans d'exonération. Et les gens ont eu le temps, quand elles sont à la veille de la fin de leur période d'exonération, ils créent une situation, ils changent de nom, ils vendent le truc, et puis bon, finalement ça se dissimule comme ça, et ce que l'État est censé gagner dedans, l'État n'arrive pas à le gagner. Actuellement, le gouvernement, tellement il était préoccupé, tellement ils ont vu qu'il y a une perte de recettes, tellement ils ont vu qu'il y a un manque à gagner au niveau de l'État, qu'ils ont été obligés de dire, bon, ils vont inventer des formules de contrôle, de suivi qui les a amenés à prendre cette initiative de factures certifiées qui risquent, si on ne prend garde de produire des effets boomerang. Parce que les gens qui n'ont même pas une expérience de demander des reçus, si vous leur dites il faut qu'il y ait des factures certifiées pour qu'on puisse valider tel ou tel, mais ils vont tous tomber dans l'informel. Tous, ils vont tomber dans l'informel et on risque même de se retrouver avec une recette attendue qui risque d'être maintenant collectée au tiers de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est ça le grand risque. Parce que tout simplement, les gens ont pensé à une mesure, mais ils n'ont pas pensé aux conséquences de la mesure. Et ils ont pensé qu'il suffit d'enjoindre les gens, il suffit de vouloir forcer la main aux gens et que ça va marcher. Non, mais il y a des gens qu'on ne voit pas. Vous allez les forcer la main comment? Parce que jusqu'à présent, on parle du ministère de l'économie et des finances, mais en réalité, le ministère de l'économie et des finances, ce n'est que de nom. Nous n'avons qu'un ministère en réalité arriéré du budget, qui passe que son temps à réfléchir sur comment mobiliser les recettes et comment les dépenser. Mais du point de vue de la politique économique, de l'organisation de la politique économique qui doit créer les conditions pour asseoir les fondements de base d'une économie structurée, organisée, qu'elle soit, même si c'est des unités qui vont relever comment on appelle ça, du secteur privé, si c'est bien organisé, l'État peut trouver son compte. Au moins parce qu'il peut avoir, si c'est bien, si c'est régulier. En plus, il y a des secteurs aujourd'hui, nous sommes une république sociale. Je n'ai pas dit socialiste, mais une république démocratique et sociale. En tant que république sociale, nous devons avoir des politiques sociales qui doivent aider le peuple à accéder à certains produits dont il a besoin pour s'assurer. Et l'État ne peut pas abandonner certains secteurs où on ne peut pas avoir des privés disponibles parce qu'un privé ne peut pas aller investir dans un secteur où il ne va rien gagner. Et la pire des choses, et c'est par là que je vais terminer, c'est que on n'a pas une véritable politique économique sérieuse et en plus, nous avons un problème de politique financière. Aujourd'hui, notre économie, normalement, il y a ce qu'on appelle le crédit à l'économie. L'économie, il n'y a aucune économie qui peut prospérer sans le crédit, sans la possibilité d'emprunter de l'argent chez ceux qui en ont pour pouvoir réaliser vos projets et rembourser le crédit que vous avez pris, plus bien sûr les intérêts qui ne doivent pas être des intérêts prohibitifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui au Niger, si vous voulez un emprunt, ce n'est pas moins de 11%.
Vous prêtez l'argent à 11%, mais vous allez faire quelle industrie avec un prêt d'argent à 11%? Ça ne marchera pas. D'ailleurs, dans les premières années, les choses vont fermer. Parce que tout simplement, il y a le poids des intérêts financiers et il y a le poids des impôts et taxes. C'est ça qui constitue aujourd'hui la préoccupation fondamentale pour laquelle il y a lieu effectivement de s'interroger.